Voilà, 7h01. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. On est jeudi, le 3 mai. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin encore pour une nouvelle édition de Nos Nouvelles. Absolument. Et puis on est également en direct sur Facebook pour cette édition de Nos Nouvelles sur les ondes de Radio Centre-Ville. On sera en différé sur WhatsApp et YouTube aujourd'hui. On va parler sur le plan local beaucoup d'immigration. Oui. Notamment, il y a un forum qui s'en vient, Jean-Étienne. Oui, ce sera le 19 mai. On aura l'une des porte-paroles de cette structure qui va nous parler en détail. Madame Pugh. Madame Pugh, oui, Ginette Pugh, qu'on va retrouver tout à l'heure. Elle va nous parler de l'objectif de tout ça, comment on s'organise, c'est quoi la finalité de ce forum. On aura en plus des informations de François-Jean Denis sur l'immigration aussi pour compléter le tout. Et en Haïti, interpellation. Ça revient encore, oui. On va parler d'interpellation. Il y a plusieurs... Il y a un groupe de députés qui ne sont pas satisfaits du remaniement, ça a l'air. Ils l'ont dit clairement et ils souhaitent interpeller le plus tôt que possible le Premier ministre pour faire la... Alors, réaction d'un peu partout, que ce soit du côté du gouvernement avec le ministre de la Culture et des Communications, Guy Delva. On va faire le tour de tout ça, les députés qui sont pour l'interpellation, ceux qui sont contre, plus le gouvernement. Donc, la table est servie pour ce sujet-là. Et on parlera également, Jean-Étienne, de budget. D'appui budgétaire. Appui international, évidemment. Que le ministre de la Communication et de la Culture va apporter, M. Delva. Joseph Guélessé Delva va apporter des précisions par rapport à des fonds potentiellement qui pourraient arriver en Haïti sous forme d'aide internationale. Et puis c'est la... Oui. Voilà, merci, gentil. Le 3 mai, c'est la journée de la presse. Un peu partout à travers le monde, on célèbre ça. Moment de réfléchir un peu sur... Eh bien, en Haïti, la presse se questionne. On va aller voir ça. En même temps, c'est l'anniversaire du doyen de la presse, le Nouvelliste. Oui, 120 ans, c'est pas... 1898. Sous le règne de quel président, un petit... Non, je ne me rappelle pas. Ah, Florville Hippolyte. Oui. Voilà. Et bon, on va parler de ça, le Nouvelliste, et puis la situation de la presse. Qu'est-ce que les Haïtiens pensent de ça? Radio Métropole a envoyé un reporter sillonner les rues pour... avoir le pouls de la population, des auditeurs par rapport à leurs journalistes. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Est-ce qu'ils sont ci? Est-ce qu'ils sont ça? Ben oui, c'est le temps de... Vous savez, c'est pas toujours facile et puis les journalistes n'aiment pas ça. Qu'on leur remette... qu'on leur remette en question. Ils n'aiment pas ça. Mais au moins, il y a un jour de l'année où on peut se permettre de se regarder dans le miroir et se dire qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il faut corriger un peu les choses. Donc, mesdames et messieurs, restez avec nous. On vous revient tout de suite après pour le développement de ces informations et de bien d'autres. Merci. Voilà, nous sommes de retour pour le développement de ce magazine d'information.
nos nouvelles apportées par Intexto, intexto.ca. Visitez notre site pour d'autres informations, toute l'information sur les Haïtiens d'ici notamment. Alors, on est en direct sur Facebook. Bonjour on à tout le sera monde. en direct sur WhatsApp et YouTube. Et comme annoncé, on va parler de forum sur l'intégration et l'immigration. Ça se passe le 19 mai prochain. Oui. On a avec nous en ligne Ninette Piou, Madame Piou, qui dirige le centre N'Arrivé, qui est l'une des porte-paroles de ce forum. Il y en a 3 au total. Il y a Marjorie Villefranche de la Maison d'Haïti. Il y a Ruth Pierre-Paul du BCHM, le bureau de la communauté haïtienne de Montréal. Alors, Madame ce matin, ça nous fait plaisir d'accueillir Madame Piou. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Pour vous, alors là, j'espère que tout le monde vous écoute ce matin. Oui. Bonne humeur. On l'espère. On l'espère. On essaie de multiplier les plateformes afin que tout le monde soit à l'écoute, en effet, oui. Alors, c'est quoi ce forum et pourquoi un forum, Madame Piou? Donc, pourquoi un forum? Vous savez que on est en ce 21e siècle, il y a un phénomène de migration mondiale. Oui. Alors, on l'a vu se passer en Europe. Alors maintenant, on peut dire c'est autour de l'Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme vous et moi, vous l'avez vu. Donc maintenant, venant des États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui, pour moult raisons, se retrouvent ici au Québec, à Montréal. Alors, et l'année dernière, nous avons accueilli pas mal de confrères, de compatriotes, de frères, de sœurs venant de la communauté haïtienne qui essaient de s'installer aussi. Alors, on sait que la migration, c'est un phénomène mondial, et puis en Amérique du Nord, c'est à notre tour, et puis il revient au Québec maintenant, au Canada, d'ouvrir ses portes pour que les gens qui viennent frapper puissent y trouver un accueil. Et qu'est-ce qu'on aura lors de cette journée-là? Qu'est-ce qu'on aura? C'est quoi la programmation? Pour le forum aura lieu le 19 mai, toute la journée. Alors, c'est un forum inclusif où les migrants, donc demandeurs d'asile, réfugiés, auront la parole. Alors, le matin de l'avant-midi, il y aura des ateliers, des formations et d'échanges pour que les personnes qui viennent puissent comprendre le système, en quoi consiste le parcours migratoire d'un demandeur d'asile, quelles sont les difficultés qu'il rencontre. Alors, mais une fois au Québec, quelles sont les ressources qui sont disponibles? Alors, comment fonctionne le système? Alors, pour qu'ils puissent savoir comment s'y prendre pour pouvoir s'installer dans le pays pendant donc la période d'attente, parce que vous savez, quand on arrive ici, on fait la demande d'asile, alors il faut attendre une réponse. Et puis, dépendamment de et entre-temps, il faut que les personnes puissent vivre quand même. Parce que quand on arrive, on est migrant ici, quand on arrive comme demandeur d'asile, alors ce sont des personnes vulnérables, des personnes qui ont vécu pas mal de difficultés. Alors, ces personnes-là ont besoin d'être encadrées, d'être soutenues. Donc, ça va être dans l'avant-midi, ça va être les ateliers. L'après-midi, c'est des conférences. Alors, des conférences grand public où on va présenter 3 ateliers encore sur la migration, on sait que pour la décennie 2010, c'est vraiment pour les droits des Afro-Américains. Alors, il y aura ces différents aspects-là pour faire comprendre que toutes les personnes doivent avoir leur place. Il y a certaines difficultés, il y a certaines corrections qui devraient être apportées. Alors, on essaiera de faire ça ensemble pour que certaines grandes lignes, certains éléments puissent sortir afin qu'on puisse accompagner ces personnes qui sont en quête de mieux-être, puissent trouver une oreille attentive, trouver une écoute et puis obtenir vraiment réponse à leurs attentes. Alors, est-ce qu'il y aura des moments forts lors de ce forum en termes... Qui sont les conférenciers qui vont intervenir? Donc, les moments forts, ça veut dire, pour moi, tout le forum est constitué un moment fort parce que c'est un forum inclusif. J'ai dit dans l'avant-midi, tous les migrants vont pouvoir intervenir, les demandeurs d'asile, les personnes qui sont là vont pouvoir participer. Alors, c'est la première fois, donc c'est un forum
qui donne la parole à l'ensemble de ces personnes-là. Pour moi, l'avant-midi, c'est un moment fort où on attend le maximum de demandeurs d'asile, le maximum de réfugiés, le maximum de migrants possibles. Alors ça va être leur moment à eux et avec nous de la concertation. La concertation, vous savez, c'est une initiative citoyenne d'une trentaine d'organismes communautaires, de groupes, d'associations et tout ça. Alors le matin, ça va être ça. L'après-midi, il va y avoir des conférenciers. De conférenciers, on aura quelqu'un qui va parler au nom du Haut Commissariat des Nations Unies. On va avoir une personne de la table des réfugiés et migrants. Ensuite, il y aura un moment fort, une déclaration sur la migration. Alors, c'est ces éléments-là qu'on veut proposer, donc on a invité les politiciens, les élus, alors et le grand public sera de la partie pour qu'on puisse ensemble arriver à formuler cette déclaration qui sera vraiment le summum de cette rencontre comme telle. Ok, Madame Pio, où on est avec les préparatifs actuellement? Donc tout est sous contrôle, ça veut dire ça avance très bien. Alors ça se déroule très bien. Alors tout est pratiquement presque prêt. Alors les conférenciers qu'on a interpellés ont déjà donné leurs attentes. Alors maintenant c'est le moment de la mobilisation, le moment où on veut mettre à profit tous les médias de sorte que les migrants, les demandeurs d'asile, les réfugiés, où ils se trouvent, puissent savoir que ce forum-là existe. Ça va être solidarisé avec eux, pour eux. Donc on les invite à s'inscrire, à appeler les différents organismes communautaires de la communauté haïtienne, Maison d'Haïti, de la communauté haïtienne, Centre-Nanidé, Centre-Ethnique, Montréal-Nord, Gap-Vie, alors tous les organismes, pour que les gens puissent s'inscrire, parce qu'il y a une place pour à peu près 150 personnes le matin. Ok, parlons justement de l'inscription. Est-ce que vous pouvez rappeler où est-ce que les gens doivent se rendre pour participer à ce forum? Donc, ils doivent se rendre, c'est à Montréal-Nord, au centre multiethnique de Montréal-Nord. À Saint-Michel, ça va être à Maison d'Haïti et Gap-Vie. Non, l'activité elle-même, elle va se dérouler dans un seul endroit, j'imagine. Le forum se déroulera au collège de Maisonneuve. Alors, il y a même une organisation qui est mise en place pour assurer le transport, l'arrivée de toutes les personnes migrantes qui veulent y aller. C'est au collège de Maisonneuve, au bas de la ville. Alors là, tout est prévu comme tel. C'est le risque qui s'occupe de recruter, de mobiliser et de nous amener via métro, autobus. Alors, c'est le métro P9. Alors, toutes les préparatifs sont en place pour que les gens puissent arriver, s'y rendre et participer avec nous toute la journée. Donc, l'avant-midi pour les migrants au collège de Maisonneuve. L'après-midi pour le grand public avec les migrants, donc toujours au collège Maisonneuve. Tout se passe au collège Maisonneuve le samedi 19 mai de 8h30 jusqu'à 16h30. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup, Madame Pio. Ça fait plaisir. À bientôt. Au revoir. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. François, oui. Tu es là? Oui, François, bonjour. Bonjour, Janina, bonjour, Jean-Etienne. Comment allez-vous? Eh bien, ça va. On fait plein feu sur l'immigration ce matin. Tu as écouté Madame Pio? Une partie, oui, j'ai écouté une partie de son intervention. OK. Alors, c'est un forum sur l'immigration. Juste avant, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter à propos de ça, mais tu nous amènes quoi comme nouvelles ce matin? J'essaie de trouver d'autres nouvelles qui n'ont pas rapport aux demandes d'asile, mais c'est pas facile, parce que par l'état qui court, on ne parle que des demandeurs d'asile. Moi, je n'utilise pas le terme migrant, j'utilise le terme demandeur d'asile. Ensuite, j'ai trouvé, par exemple, à l'Université d'Ottawa, on a un programme pour les étudiants étrangers pour leur permettre d'avoir un sentiment d'appartenance à l'université, parce qu'on constate que souvent les gens ils ne sont pas, les étudiants ils arrivent, mais après ils vont laisser tomber, ils ne vont pas passer le temps requis dans les études parce que ils ne s'intègrent pas au niveau du campus.
Okay. Alors, ils ont appelé ça un programme de parrainage, c'est-à-dire que chaque étudiant qui est déjà là se charge d'aider un autre à pouvoir s'intégrer sur le campus. Alors, ça veut dire que ça commence à donner beaucoup de succès et puis il y a d'autres universités qui pensent à avoir un programme comme ça pour les étudiants étrangers parce qu'ils arrivent, ils se perdent dans toutes ces démarches administratives ou bien imaginez des gens qui arrivent de l'Asie, de l'Amérique du Sud et puis qui ne s'adaptent pas encore avec la réalité. Et souvent, on dit à nos clients qu'il faut venir des fois un mois avant la date scolaire parce que ça leur permet de s'intégrer un peu, ça leur permet de comprendre la situation parce que aujourd'hui où le système est informatisé, alors c'est un peu difficile de pouvoir commencer à fonctionner si jamais on n'était pas habitué. Okay? Par exemple, les professeurs de plus en plus, ils envoient les devoirs par email, il faut aller sur le site. Et ce n'est pas le cas dans toutes les écoles universités à l'étranger. Alors, il faut que les étudiants s'adaptent à cette nouvelle réalité. Alors, ça, c'était le premier point. Mais dans le journal de Montréal, je trouve qu'il y a beaucoup d'articles sur l'immigration avec Denise Bombardier et Joseph Facal. Oh. Alors, par exemple, Joseph Facal va écrire « C'est quoi ton plan, Justin ?» Okay? Il explique que finalement, on a l'impression qu'il n'y a aucun plan au niveau fédéral, c'est que les choses continuent. Alors, Joseph Facal invite le Premier ministre à agir parce qu'il dit que ça commence à être un enjeu électoral pour les prochaines élections. Alors, ça, c'est la plume de Joseph Facal. Et Mme Bombardier? Elle va plus loin, elle dit l'Institut expulsé du Canada. Elle dit que voilà que des gens à qui on a donné le peu d'espoir, et elle fait référence au tweet de Justin Trudeau, voilà que ces gens-là sont dans une situation extrêmement difficile parce qu'on va les retourner pour la plupart. C'est ce qu'elle dit. Okay? Mais moi, je préfère attendre au lieu de commencer par dire aux gens qu'on va les retourner parce que ça prend beaucoup de temps avant qu'ils arrivent là. Et le système est très long. Déjà, pour avoir une audience, ça prend presque 12, 18 mois, 24 mois. Et ensuite, il y a des procédures d'appel. Ça prend encore du temps. Après ça, il y a l'ERA. Ça peut prendre 4 à 5 ans, là, François, c'est ça? Oui, exactement. Ça veut dire que là, ce n'est pas le moment de parler de retour, puisqu'on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Et il y a également le Manitoba, qui fait la même chose que le Québec, qui écrit au gouvernement libéral pour demander l'aide financière. Il dit qu'il est aussi dépassé par la situation. Ah oui, déjà. On ne le savait pas. Le Manitoba a aussi près de milliers de demandeurs d'asile. 1 millier? Oui. Ben, un millier par rapport à Québec, c'est absolument rien. Non, mais quand même, c'est beaucoup. Ça veut dire que le Manitoba vient directement après le Québec. Ça veut dire que le Premier ministre, Brian Pallister, a parlé au ministre de l'Immigration. On parle de près de 20 000 pour le Québec, là, François, non? Oui, mais quand même, c'est la deuxième province qui reçoit. Oui, mais 1 millier. Elle demande 7 à 10 millions de dollars pour la province. OK, d'abord. OK? Parce qu'elle dit qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir autant de personnes dans le mille. Et là, on dit qu'en 2017, il y a 1 millier. Et déjà en 2018, on a aussi 102 personnes. On comprend, mais c'est la deuxième province qui reçoit des gens. Et puis là, on se retrouve. On comprend ce que ça va être pour ces migrants-là, ce millier d'immigrants. On comprend ce que ça va être au Manitoba pour eux. Bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Première chose, c'est un autre article qui est paru on parle le fameux visa américain qui mène les demandeurs d'asile au Canada. Ah ben voilà, on en parlait hier. Ouais.
Oui, mais on a un article qui est sorti. Ouais. Et dans cet article-là, sur Radio-Canada, on dit que les États-Unis sont devenus plus permissifs dans les demandes, dans les visas accordés. Parce qu'ils savent que ces gens-là ne pourront pas faire une demande d'asile aux États-Unis. C'est ça. Alors, on donne des visas. Donc, quelque part, les États-Unis jouent contre le Canada dans ce dossier-là. Enfin, sur cet aspect-là, puisque ce sont des gens qui ont obtenu des visas américains en bonne et due forme, qui sont arrivés aux États-Unis, ensuite avec objectif d'arriver au Canada. C'est pas la même chose pour les demandeurs d'asile qui sont arrivés en 2017, qui avaient 5, 10 ans ou parfois 15 ans depuis qu'ils vivaient aux États-Unis, là. Oui. Alors, ça veut dire, voilà la situation. On a l'impression de plus en plus qu'on donne des visas américains. Ouais. Et le gouvernement canadien, il ne le fait pas officiellement, mais de plus en plus, il intervient auprès. Waouh. Est-ce que tu es toujours là, François? On l'a perdu. On a perdu. Mais écoutez... Ouais. Bon, en tout cas, on a perdu François. Ben, on était quasiment à la fin. Et aussi, ben, merci beaucoup, François, si tu continues de nous écouter sur Radio Centre-Ville ou sur Facebook, le 102.3 FM et notre page Facebook Intexto. On va marquer la pause. On va marquer la pause. Les nouvelles d'Haïti, les nouvelles des Haïtiens de Montréal. Intexto vous les apporte tous les matins. En audio, en texte, en images, sur 4 plateformes. En direct et en simultané sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, intexto.ca, sur Facebook et en différé sur WhatsApp. On prend rendez-vous tous les matins, du lundi au vendredi sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Nos infos avec intexto.ca. Pour régler le dossier immigration au Canada, pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein, on prend refus, parce que dossier mal préparé, formulaire est mal rempli, ou même qui te voulait ça, m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada, ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Nos infos avec intexto.ca tous les matins sur le 102.3 FM. D'Haïti à Montréal, toutes les nouvelles des Haïtiens avec intexto.ca. Justement, on s'en va en Haïti, hein, Jean-Étienne? Oui, on l'avait annoncé au début de ce programme. On va parler de l'interpellation, encore une fois. Oui, le remaniement semble n'avoir pas satisfait plus d'un. Eh bien, il y a une bande de députés, une quinzaine à peu près, menée par les députés Jean-Marcel Luméran et Jean Manès-Louis, hein, qui veulent lancer une procédure d'interpellation du Premier ministre. Alors, ils se trémoussent au Parlement, à la Chambre des députés, afin de demander au bureau de la Chambre, au président de la Chambre, Gary Boudot, d'enclencher le processus d'interpellation du Premier ministre. Et ils évoquent, en tout cas, de nombreuses raisons pour cette interpellation. On va écouter, si tu le veux bien, les députés Jean-Marcel Luméran et Jean Manès-Louis.
c'est grave violation de la Constitution. Nous, le Premier ministre, nous avons nommé de monde qui pas de qualité pour, selon la Constitution, pour exercer la fonction de ministre. Nous avons une violation des lois de finances rectificatives 2016-2017 et la loi de finances en cours d'exécution 2017-2018. Nous gagnons du cas flagrant de corruption avérée. Nous gagnons non-respect des déclarations budgétaires, nous dit déjà, et mauvaise gouvernance. La population a voté nous pour conditions de la vie ont changé. Et chaque jour, la population a vivre situation de la ville qui a bien mal, qui a dégradé sous tout angle, n'importe député, quel que soit bloc qui appartient, quel que soit tendance li gagné pour li connaître li sorti non circonscription et circonscription ça pas satisfait de gouvernement, faut poser action, il doit poser l'action de contrôle qui est l'action qui est digne de tout parlementaire qui prend responsable. Voilà, et apparemment, c'est pas l'unanimité. Il y aurait des députés qui s'opposent catégoriquement à ça, j'en ai marre. Absolument, ça c'est une minorité. On parle d'une quinzaine. Et il y a un bloc majoritaire à la Chambre des députés mené par APH, notamment. C'est comme ça qu'on appelle ça à la Chambre des députés. Et il y a un député, le député de Kinskov, Alfredo Antoine, qui justement est le meneur de ça, de ceux qui s'opposent à l'interpellation du Premier ministre. On va l'écouter, ils disent, il n'était pas satisfait du remaniement, cette quinzaine de députés. C'est pour ça qu'ils évoquent la possibilité d'interpeller le Premier ministre pour lui administrer un vote de non-confiance. Est-ce que c'est pas dans le remaniement qu'il y a insatisfaction? Est-ce que vous attendez que le cabinet ministériel qui a monté, il y a un ministre qui a fait partie, qui a sorti dans le groupe Payoa, côté population dans tout ça? Question interpellation, est-ce que c'est pour résoudre le problème pays a vraiment? Pour interpeller, il faut que déjà, si ce n'est pas théâtre, si c'est pour la population qui veut agir, déjà il faut une majorité, ou dégager une majorité au niveau, la Chambre qui va voter contre motion d'interpellation. 16 députés pas capables de voir un Premier ministre. Qui est-ce qui ne pas majorité? Moi, je fais partie du bloc majoritaire. Donc, bloc majoritaire là, compact, derrière le gouvernement. Et le ministre de la Culture et de la Communication, Joseph Guillet-Delva, lui aussi, il intervient sur ce dossier. Absolument. À défaut de Jacques Guy-Lafontaine, qui est le premier concerné par cette question d'interpellation, c'est son nouveau ministre de la Culture et de la Communication, Guillet-Delva, qui réagit par rapport à cette menace d'interpellation du poulain de Jovenel Moïse. Alors, ce qu'il dit, Monsieur Delva, c'est que, ok, c'est normal, les députés, il y a des procédures pour ça, on attend cette convocation, cette interpellation en bonne et due forme, mais attention, pourquoi interpeller le gouvernement, il ne le comprend pas. Le Parlement a gagné attribution, il a une prérogative pour l'avancer dans telle direction que l'estimé qui est nécessaire. Donc, nous n'avons pas de commentaires pour nous faire sur ça. Donc, gouvernement, c'est un gouvernement démocratique, c'est pas une dictature. Il faut respecter les règles, il faut respecter les procédures. Donc, n'attend parce que il y a une procédure tout pour communiquer avec le gouvernement. C'est pas un groupe de députés qui vont le gouvernement. Donc, il y a un bureau dans la Chambre des députés. Donc, le bureau à lui-même, s'il y a des correspondances adressées à Premier ministre, à gouvernement, il a répondu les correspondances là en bonne et due forme. Nous avons une interpellation, il y a deux issues. Est-ce que nous-mêmes, au niveau gouvernement, nous pas craindre un vote de censure suite à une interpellation? J'aime se dire là, c'est prérogative parlement. Donc, le LAP exerce ses prérogatives une fois que les fait dans le cadre de la Constitution et de la loi. Donc, pas rien pour nous dire de ça. Nous avons quitté le processus là, suivre Couli. Et la loi a pas appliqué, la Constitution a pas appliqué. Donc, c'est ça nous souhaitons. Et nous souhaitons que tout ça fait dans l'intérêt pays. C'est-à-dire que c'est pas un bagage qu'a fait parce que il y a des gens qui peut-être politiquement, c'est l'autre bagage peut-être il y a des fans, c'est bon, c'est loyal. Politiquement, il y a des agendas en perspective de qui ça, nous pas fin connaître. Mais, comme le président dit, premier ministre, je pense que c'est important. Côté dans l'opposition, côté dans le pouvoir, côté dans n'importe qui côté, dans n'importe qui parti politique, ça pour garder les jeunes jeudi, les guerres qui fait, c'est pas pour tête calée, ou bien pour Lavalas, ou bien pour fusion, ou bien pour OPL, ou bien pour l'autre parti politique. C'est pour le peuple haïtien. Tout le monde, quel que soit côté trouvé, ou a bénéficié de lui. Donc,
le bon gouvernement ou bon président cap fait travail ça yo, même si on est en opposition, ou pas qu'à chercher à bloquer travail comme ça. Là on fait ça, pour un travail contre propre tête, pas parce que on dit ou à faire politique ou jouer espérer pour prendre pouvoir tout, mais alors besoin ou préférer vivre dans un pays écrasé et puis c'est recommencer ou pas recommencer, mais si le président a une équipe qui vient, ils font un premier pas, ils ont un bout de route là le fait. Non, chemin de développement pays à suivre là. Mais ou même à venir, on va continuer plus loin. Chaque sac vini à continuer plus loin. Faut finir avec ça la politique du pire. Les gars comme c'est là de c'est ce qu'on brille, comme c'est l'obéi, là c'est la danse, sentir bien. M'pas quoi ça a payé des pays. Guy Delva. Ouais. Il n'a pas changé. Non, absolument. Et puis, Guy Delva aussi a parlé du support que, dans le cadre des coopérations internationales, que Haïti devait recevoir. Justement, c'était pour montrer que c'est un gouvernement qui travaille, c'est un gouvernement qui fait de bonnes choses. Et à preuve, la communauté internationale s'en est rendu compte. Oui. Et il y avait un problème de décaissement au niveau de l'appui budgétaire à l'actuel gouvernement. Eh ben, apparemment, toute la communauté internationale est en train de se mobiliser, de se réveiller par rapport à ça. Il y a l'Union européenne qui vient de débloquer 30 millions d'euros et deux autres bailleurs, 30 millions. Ça fait à peu près une centaine de millions de dollars. Parce que 30 millions d'euros, quand vous convertissez ça, l'euro est plus fort que le dollar. Ça fait à peu près une centaine de millions. Écoutons Guy Delva. Appui budgétaire là, nous gagnons justement la BID qui a payé 30 millions de dollars, gagnons Banque mondiale qui a payé 30 millions de dollars américains également, et nous gagnons l'Union européenne qui a payé 30 millions d'euros. C'est parce que le gouvernement lançait des signaux qui montraient que il y a une réforme qui a faite dans l'État, il y a des dispositions qui sont faites pour gommer contre la corruption par exemple, il y a des dispositions qui sont faites pour assainir l'administration, pour faire des dépenses qui sont plus utiles et capoter des résultats concrets. Il y a des partenaires qui ont dit, bon, ils ont même décidé que tel projet a pas appuyé, c'est tel bail à faire, mais Kounia, avec, il a dit, leadership président, et qui lui-même dit, les indiqué très clairement, mais qui côté, il voulait aller, et si il y a des partenaires qui accompagnent ici dans l'île, ça peut venir. Voilà, Joseph Guélessé Delva. À l'instar du chef de l'État, il a parlé beaucoup hier. Hein. Absolument. Écoutez, Jovenel Moïse avait beaucoup parlé. Ouais, sur plusieurs sujets, on en avait parlé justement. Écoutez, on l'avait prévu, c'était clair qu'on allait encore revenir sur cette attaque qui a été faite le week-end dernier à Café Trio, Cap Haïtien. Et là-dessus, c'est le ministre de la Culture et de la Communication qui a réagi, Jean-Huma. Oui, qui promet que toute la lumière sera faite sur cette question et peu importe qu'il y ait des gens au sein du gouvernement qui seraient mêlés dans cette affaire-là. Le gouvernement, dans son entier, dit-il, condamne cet acte-là. Et Guy Delva en a profité pour envoyer des sympathies à la famille de M. Dubois, Jacques Dubois, qui a été décédé, qui est un animateur culturel pour Tropicana. Écoutons Guy Delva. Café Trio. Bon, nous connaissons bien que le président de la République, là, Premier ministre Jacques Lafontaine et tout le gouvernement, ils ont condamné les actes avec toute force. Et le Premier ministre a allé même sur les lieux pour voter solidarité, le soutien à sénateur Yuri Latortue, sénateur Jacques Sauvejean et tout le monde qui est victime dans la situation ça. Et l'autre monde, par exemple, nous connaissons gagné Dubois, et un opérateur culturel qui lui-même tout victime et nous profiter d'occasion en tant que ministre culture tout pour que nous présenter condoléances dans toute famille pour nous saluer garçon ça qui lui-même travaille dans le secteur qui victime je ne dis. Donc mais qu'on y a là, c'est enquête qu'a fait pour déterminer qui s'est passé exactement. Moi-même, les gouvernements, pas qu'à dire pour qu'on y a là, bon, tout élément du sac passé. Il y a une enquête qu'a fait, et c'est l'enquête là finie, et que tout le monde la connaît, mais dans quelles circonstances, et ainsi dans ça va passer, mais qui est responsable, et nous vous garantir, quel que soit le monde qui est responsable, pour ça concerner le gouvernement, et avec l'autre instance qui dépend du gouvernement pour faire poursuite, eh bien, une fois que l'État établit que il y a des gens qui t'a effectivement orchestré ça, la loi prévoit ça pour faire, et la rigueur de la loi sera appliquée. La rigueur de la loi sera appliquée. C'est pas seulement le gouvernement qui enquête, ou Yuri Latortue qui enquête. Il y a André Michel aussi. Combien d'enquêtes est-ce qu'il y a finalement dans cette affaire? Il y a Yuri Latortue qui a enquêté, qui a rendu public ses démarches, son enquête. Il y a le gouvernement qui dit qu'il enquête.
On espère que ça se poursuivra pas comme d'habitude. Et il y a André Michel qui dit avoir mené sa propre enquête aussi, et voici son résultat. Ce trio, il y a là-dedans, M. Audouin Zéphirin, qui est le bras droit du président de la République, le délégué départemental du Nord, et c'est ça le plus grave, le directeur départemental de la police nationale d'Haïti. M'a parlé de M. Castro. Toute information concordante prouvait et montrait que M. Castro a participé dans la planification de cette action criminelle, de cette action terroriste. Et nous demandons à l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, qui c'est la police de la police, de prendre rapidement des mesures contre M. Castro. Mais ça qui passe à le montrer nous bagaille tout. Il montre nous que les gens qui fin vol les 3,8 milliards de dollars américains, l'argent Petro-Caribéa, ils sont décidés, ils sont déterminés, ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Et ils sont prêts pour verser 100 moun pour être capable d'empêcher le procès à fait. Monsieur Oknam Klamedameus, commissaire du gouvernement, je vous demande, au nom de la loi, de prendre vos réquisitions. Vous avez un délai de 3 jours pour prendre, et ça fait plus passer un mois depuis que le dossier est acheminé à votre parquet pour vos conclusions. Vous n'avez pas encore pris vos conclusions. Ceci est inacceptable. Voilà, c'est l'enquête d'André Michel. Il a mené ça comment? Où C'est quoi la méthodologie? On ne sait pas. Mais lui, il a pris position claire, il a pointé du doigt des gens et il va falloir qu'on voit ce que ça va donner. Il va falloir qu'il assume aussi. Bon, bref. On parlait au début de la presse. Oui. On va parler de la presse haïtienne. Encore une fois, bonne fête à tous les journalistes. Merci. Mais en Haïti, le temps n'est pas à la fête. Le temps est à la réflexion. Hein? Il y a Radio Métropole qui a décidé d'envoyer une journaliste, Vanessa Léger, dans les rues de la capitale Port-au-Prince pour prendre le pouls des auditeurs, des consommateurs de nouvelles en général, enfin de la population, afin de savoir qu'est-ce qu'ils pensent de leurs médias, de leurs journalistes, de leur travail, est-ce qu'ils sont honnêtes, comment ça fonctionne, quelle est la perception de la population haïtienne des journalistes. Je pense que la presse est libre. C'est l'avis du PDG du journal Le Nouvelliste, Max Chauvet, qui dénonce toutefois une sorte d'excès. Certains professionnels de la presse utilisent cette liberté pour déformer les informations, faisant ainsi preuve de partialité. Max Chauvet explique que même s'il y a de la subjectivité dans le traitement des données, un journaliste digne de ce nom devrait respecter quelques principes. Je pense qu'il nous faut une presse de professionnels, des gens de mieux en mieux préparés et surtout avec comme qualité principale l'honnêteté. Un autre citoyen rencontré dans une institution publique critique lui aussi le manque de professionnalisme de certains journalistes. Selon cet homme visiblement convaincu de sa position, la presse haïtienne est d'autant plus libre qu'elle impose aujourd'hui des opinions à la population. Ils utilisent le trafic d'influence pour faire un paquet de bagages, un paquet de directeurs d'opinion. C'est tant qu'on n'importe ministre, c'est tant qu'on n'importe directeur généraux. Moi, c'est la presse plus que Macron, je dis qu'on dictature même que la presse est imposée dans le pays. Ce trentenaire n'a pas hésité à balancer et signer sa réponse toute faite. Non, la presse haïtienne n'est pas libre, elle est manipulée. Pour presse libre, il faut que tout ça, ils comprennent, ils ont fait qui n'a attribution état de fait, mais parfois il y a un journaliste là même, ils obligent le même avec l'argent. Ce soupçon de corruption du métier résulte du manque de structure de la presse haïtienne. Pour cet homme, la presse sert de moyen et non de fin. Les autorités et les organisations convoquent les journalistes au besoin, mais aucun système n'est mis en place pour les encadrer, voire les protéger. Même au sein des médias qui embauchent les journalistes, l'encadrement n'est pas un principe de base. Une situation qui donne le champ libre à certains politiciens de soudoyer quelques travailleurs de presse. Je ne dis pas comment on comprend, on fait toute étude, ça après ça, les étudier journalistes, leur arriver dans date, c'est dans des camionnettes là sur le travail. Si je viens un petit job dans des camionnettes là monter, et non plus l'État pas mettre un structure en place pour eux, pour prendre et déposer, et yo toucher à l'air, et pour travailler la fête dans l'ordre des disciplines. Dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse dévoilé depuis une semaine par l'organisation Reporters sans frontières, Haïti est passé de la 53e à la 60e place. Pour remonter la pente, les propositions sont multiples. Accès à les formations, régularisation du secteur et formation continue. Voilà.
On a écouté le reportage de Vanessa. On aimerait bien savoir ce que les auditeurs de l'étranger, de Montréal, les Haïtiens de Montréal, qu'est-ce qu'ils pensent de la presse haïtienne, de ce qu'ils reçoivent comme nouvelles et informations. Et ils n'ont qu'à partager leur point de vue. Oui, avec sur nous, WhatsApp 438-395-1256. On fera un plaisir de revenir là-dessus dans demain. une nouvelle édition. Alors, si on reste dans la même veine, on parlerait du nouvelliste. Oui, 120 ans. J'en profite pour souhaiter bonne fête à Claude Gilles, l'ami Gilles, qui est un journaliste du nouvelliste qui est basé ici à Montréal. Et le nouvelliste qui a été fondé depuis 1898, imaginez, ça fait 120 ans. On l'appelle affectueusement le doyen de la presse haïtienne. À raison, hein. Et à juste titre, oui, effectivement. Ouais. Et voilà, pour vous présenter, il y a Max Chauvette, l'actuel directeur du nouvelliste, qui a accepté de parler du journal de ses 120 ans. Écoutons un reportage. Vieux aujourd'hui de 120 ans, le journal Le Nouvelliste continue de traverser le temps. 120 ans d'expérience, 120 ans d'aventure, bref, 120 ans de dur labeur, le travail ne fait que commencer. Le PDG de ce quotidien très ancien du pays, Max Chauvet, dit célébrer ce bel âge avec sérénité. Sérénité d'un adulte de 120 années, donc c'est une année de plus, ajoutée au 119e, donc nous espérons pouvoir, dans les années à venir, continuer à fêter et atteindre un âge encore plus important. En attendant d'en arriver là, le patron du Nouvelliste souhaite continuer à améliorer la qualité des produits offerts aux lecteurs. Jusqu'ici, le bilan est positif en dépit des difficultés rencontrées, se réjouit Max Chauvet. Il se félicite également de cette place de choix taillée au fil des années au sein de la société haïtienne. Aujourd'hui, le journal est devenu une institution de presse moderne. Ce qui a changé au cours de ces années, c'est qu'on est passé d'un journal, on est devenu une institution de presse, c'est-à-dire radio, télévision, médias sociaux, téléphone et bien entendu le papier. Donc, c'est la grande différence, c'est que nous évoluons maintenant dans l'ère du multimédia. De nouvelles données, de nouvelles perspectives, de nouvelles visions pour les années à venir, rien que pour continuer à travailler en vue de satisfaire ces milliers d'abonnés. Dans l'intervalle, le responsable du quotidien plus que centenaire en profite pour lancer un message à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai. Continuons à défendre cette liberté d'expression. Mais ça se fait de différentes manières. Et une des manières, c'est de se montrer crédible. C'est-à-dire que moi, je souhaite que nos médias continuent à travailler pour être de plus en plus professionnels, de plus en plus crédibles, de façon à répondre aux attentes de la population. Et toujours dans le cadre de la célébration des 120 ans du doyen de la presse haïtienne, une journée porte ouverte sera organisée ce 3 mai au local du journal. Elle sera marquée par une exposition en mémoire du photojournaliste Vladimir Le Gagneur, disparu à Grand Ravine depuis le 14 mars dernier. Voilà, on a fait le tour un peu de cette journée de la presse en Haïti et on souhaite encore une fois bonne fête, bon anniversaire aux novellistes et à tous les journalistes du monde, particulièrement en Haïti. Oui, absolument. C'est la pause. On revient tout de suite après, mesdames et messieurs. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas, l'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi
de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Alors, 102.3 FM, Radio Centre-Ville, il est 7h45. Vous écoutez le magazine Nos Nouvelles et nous sommes également en direct sur Facebook. Nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube 438-395-1256 pour vos commentaires. Eh bien, nous, on va commenter cette question d'interpellation, mais aussi la journée internationale de la presse, notamment la partie haïtienne, qui nous concerne un peu plus. Et là-dessus, j'aimerais bien t'entendre sur l'interpellation. À ce niveau-là, on en a déjà fait des commentaires depuis les 2 dernières semaines, on en parlait. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? À cette phase de l'affaire, comment tu vois cette démarche pour interpeller le Premier ministre actuellement? Ben, je pense que les députés qui s'opposent à ça, la majorité en tout cas, ont donné une petite idée de ça, de ce qui est derrière ça. Selon eux, c'est un groupe de députés qui ne sont pas satisfaits du remaniement qui a été effectué récemment au sein du gouvernement. Alors que avant ça, on ne parlait pas d'interpellation, on pressait le gouvernement d'effectuer un remaniement. Un remaniement. Ouais. Et ça a pris du temps, ça a pris le temps qu'il fallait avant que le chef de l'État ainsi que son poulain réagissent par rapport à ça. Et chose faite, ils ont remanié le gouvernement, 5 nouveaux ministres, notamment de l'agriculture, de la culture et de la communication, de la justice, entre autres. OK? Donc, ces nouveaux ministres ont été installés. Une semaine plus tard, il y a une quinzaine de députés qui veulent justement maintenant le départ du gouvernement. Mm-hmm. Je crois que c'est un peu une vaste blague. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité qui appuie le gouvernement. Il y a une procédure, par contre. Ça peut arriver que la Chambre des députés réussisse à interpeller le gouvernement. OK? Mais ça ne veut pas dire que Jacques-Guy Lafontaine va avoir forcément un vote de non-confiance. Parce que la procédure veut que, par exemple, s'il y a 5 députés qui font cette demande-là au bureau de la Chambre des députés, et qui a, je me souviens pas, il y a un certain nombre de députés qui doivent signer cette demande-là pour que le président de la Chambre, Garibodo, soit obligé d'entamer de commencer la procédure d'interpellation et faire en sorte que le Premier ministre soit interpellé. La minorité peut réussir à interpeller, faire venir le Premier ministre et tout son cabinet à la Chambre des députés. Ça, c'est clair, c'est la procédure parlementaire. Maintenant, la conclusion de ça, est-ce que 15 députés peuvent arriver à administrer un vote de non-confiance à un Premier ministre? Ma foi, je suis désolé, ça ne marchera pas. Ça va être tout simplement un beau spectacle. Il y a un des députés qui parle de théâtre. Je voulais pas en arriver là, mais ça va être un beau spectacle, aussi simple que ça. Parce que pour vraiment renvoyer un gouvernement, il vous faut une majorité. Oui, ça c'est clair. Et ça ne prend pas une majorité au sein des 2 chambres, non. Ça prend une majorité au sein d'une des 2 chambres, que ce soit le Sénat ou la Chambre des députés. Même si le Sénat au complet n'était pas d'accord avec cette vote de non-confiance, si la Chambre des députés réussit à administrer un vote de non-confiance au Premier ministre, il tombe là. C'est fait, c'est fini. C'est ça la procédure aussi. Maintenant, c'est pas un jeu ça. Il y a des règles à respecter là-dedans, dans ce processus-là. Ce sont des députés qui ne sont pas satisfaits de la chose. Mais est-ce que ça va faire beaucoup de bruit? Oui, c'est clair. Mais la question principale que je me pose, Jean-Emma, c'est s'ils savent déjà qu'ils n'ont pas une majorité pour renvoyer le gouvernement, pourquoi quand même
tenté de... C'est un coup médiatique. C'est un coup médiatique, c'est tout. C'est un coup médiatique. Pour faire quoi alors? C'est quoi le message derrière ce coup médiatique? Pour montrer à leurs mandants, par exemple, qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, pour essayer de planifier les prochaines élections, ou qu'ils sont en train de travailler, qu'ils sont en train d'essayer de contrôler le gouvernement, de faire leur... ça fait partie de leur prérogative d'ailleurs, mais c'est ta consommation locale. C'est électoraliste, si vous voulez, hein. D'ailleurs, il y en a parmi ces députés-là qui évoquent cet aspect-là, qui appellent d'autres députés qui font partie du bloc majoritaire à écouter leur mandat localement, à écouter la population, ce que veut la population. Il faudrait, même s'ils font partie de la majorité, il faudrait qu'ils écoutent la population. Alors, la démarche de cette quinzaine de députés est, à mon avis, électoraliste, mais ces députés-là savent que ça n'aboutira pas. Ça, ils le savent. Vous comprenez? Sinon, je suis d'accord avec toi. Je serais peut-être pas aussi radical que toi, mais je dirais qu'ils n'ont pas beaucoup. Pas radical sur quel plan? Dans le sens, je ne dirais pas que ça n'aboutira pas tout court. Je dirais de préférence qu'ils n'ont pas beaucoup vraiment de chances d'arriver à envoyer le gouvernement. Moi, je dis que ça n'aboutira pas en écoutant des porte-parole du bloc majoritaire. Je ne suis pas contre, mais je te dis à ta place, je ne dirais pas ça exactement comme ça, même si on est d'accord là-dessus. Toi, tu veux être prudent. Ouais, mais il faut toujours mettre un petit bémol. C'est la politique, surtout en Haïti, il faut être prudent. C'est ça l'affaire. En Haïti? De façon générale, on est prudent. En Haïti? C'est ça. OK. Bon, on a fini avec cette partie-là. C'est bon. Maintenant, la presse? Oui, je pense que cette journée, c'est une bonne occasion pour la presse haïtienne particulièrement de se remettre en question? De se regarder dans le miroir pour voir, écoutez, où est-ce que je suis un petit peu, ça prend un peu d'amélioration ou comment on fait la chose. Okay. On est où, on va où, c'est comment on s'organise, c'est quoi on fait l'autocritique, je dirais même, de la presse haïtienne. Moi, j'ai écouté ce sondage de coin de rue réalisé par cette reporter de Radio Métropole. J'ai trouvé ça intéressant et surtout, j'ai écouté le point de vue de quelqu'un qui parlait des leaders d'opinion en Haïti. Ça a l'air qu'il y a une pollution de ça, là, actuellement, dans la presse haïtienne. Ce qu'on appelle des leaders d'opinion, c'est des gens qui, par exemple, animent ou montent des émissions de débat, par exemple, notamment sur la politique, qui citent des noms, qui avancent toutes sortes de choses, qui donnent leur opinion sur ci, sur ça. Ça a l'air que c'est très prisé en Haïti. Mais est-ce que ça se fait de manière professionnelle? C'est ça la grande question, parce que c'est ça la question évoquée par cette personne. Les leaders d'opinion, c'est quelque part une bonne chose pour la démocratie quand ça se fait selon les normes. Vous comprenez? C'est pas pour j'ai le micro et puis je ne t'aime pas trop, je balance n'importe quoi sur toi, personne ou que je veux avoir telle ou telle affaire et puis je commence à... C'est ça. Dans le sens où on devait faire la chose correctement, c'est quelque chose de bon pour la société, pour la politique, pour la démocratie. Oui, ça c'est clair. Mais déjà, même pour le thème débat, souvent ce qu'ils font à la radio, c'est même pas le débat. Le débat, ça prend une opinion contre, une opinion pour en général, et puis on essaie de faire le milieu. Mais en général, c'est pas nécessairement ça. L'autre affaire, Jean-Étienne, c'est que l'opinion, c'est pas le problème, c'est pas le fait qu'ils donnent leur opinion. C'est le fait que ces opinions-là ne sont pas basées sur des faits. Oui. C'est ça. Sur des faits véridiques, vérifiables et vérifiés. Et là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une responsabilité, je dirais, personnelle de chaque personne qui a la possibilité d'avoir un micro, de vraiment se dire, écoutez, ce que je fais là, est-ce que ça rentre vraiment dans les normes des choses? C'est un genre journalistique. Le journalisme d'opinion, ça existe. Et c'est bien dans une démocratie. Le journalisme commentaire aussi, c'est bien. Mais votre opinion ne peut pas être basée tout simplement sur votre humeur personnelle ou ton humeur. Tu es content, tu dis des choses d'une façon, le lendemain tu n'es pas content. C'est des opinions. Moi j'ai déjà vu des gens qui disent aujourd'hui quelque chose sur le même sujet, 24 heures plus tard ils disent exactement l'inverse de ça. Ça on ne comprend pas. Et puis sur la base de quoi? On ne sait pas. Il n'y a pas de règles, il n'y a rien. Moi, j'écoute les radios en Haïti et puis
on cite des noms, n'importe quand, pour n'importe quoi. On évoque... Mais alors, ici, là, oh mon Dieu, tous ces gens-là seraient en prison. C'est clair. Ici au Canada. Alors, je voulais juste ajouter un dernier point par rapport à la presse, comme l'heure avance. Je pense que c'est très important que la population, les médias, les journalistes et les autorités haïtiennes pensent vraiment à la structuration, dans le sens de la formation même des journalistes en Haïti. Ben, pourquoi? Parce que c'est comme toute science humaine, il y a pas mal d'évolutions, que ce soit sur le plan de la pratique de l'affaire ou de la technologie. On se demande actuellement comment mettre à jour vraiment les journalistes haïtiens par rapport à toute cette technologie, des nouvelles façons de faire les choses, etc. Écoutez, les normes à respecter. C'est d'abord par la formation. D'abord, il y en a énormément de gens qui pensent que ils n'ont pas besoin trop de formation. Or, moi, je vais vous le dire, je suis journaliste parce que j'aime apprendre. J'aime ce qui est nouveau. Donc, je peux apprendre et j'apprends tous les jours. C'est pour ça que je suis journaliste. Je pose des questions parce que je ne sais pas. Et aussi simple que ça. Donc, quand on sait qu'on ne sait pas et quand on admet qu'on ne sait pas des choses, vous vous donnez une chance de savoir. Or, moi, je peux vous le dire, j'ai un problème avec cette attitude-là. Nous, chez nous, en Haïti, on a de la difficulté à admettre qu'on ne sait pas telle ou telle affaire. Ça, je peux le faire. Non, vous le savez pas, vous le savez pas. Et quand vous admettez que vous ne le savez pas, vous vous donnez une chance de le savoir. Le problème, on n'a pas assez d'humilité parfois pour nous dire que non, ça marche pas comme ça. Ça, je ne le sais pas. Et j'ai comme objectif de l'apprendre et de le savoir. Et d'aller le prendre là. Oh oui, il est 7h50. Oui. Oh mon Dieu. Le temps passe vite. Je pourrais continuer pendant 1 heure ou 2 encore sur le sujet. On pourrait revenir, même si ce n'est pas la journée internationale de la presse, de placer quelques mots à une autre occasion. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir. Mais il y a du potentiel encore en Haïti. Et c'est la bonne nouvelle. J'écoute de très bons reporters parfois encore en Haïti. Félicitations, messieurs. On va en parler peut-être. Messieurs et dames, parce qu'il y a des femmes, on a écouté 2 femmes qui parlaient de la presse. Absolument. Ça a été un plaisir, mesdames et messieurs. Retrouvez-nous demain pour une nouvelle édition de Nos Nouvelles, puis en différé sur YouTube et sur WhatsApp. Merci infiniment. Au revoir.